bien sûr, la machine médiatique Oui, se met en marche pour discréditer, hein, oui, ça c'est oui, oui, oui. évident. Et dans ce discrédit, ben, ça donne ça, hein. Alors c'est juste un petit show, un petit pot pourri, comme on dit. Et je veux que notre pays puisse avancer. Il n'y a pas d'autre voie que le mouvement. Rien ne serait pire que l'immobilisme ou de tout mettre en cause dans notre droit, notamment notre droit du travail. Le constat de départ, il est le même que dans votre livre précédent. Les Français sont prêts pour les changements, mais constatent un immobilisme désespérant de la classe politique, une incapacité à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Depuis des semaines, déjà, le Premier ministre cherche comment redonner de la souplesse à notre modèle social, jugé, vous le savez, trop complexe, trop lourd et surtout trop loin des réalités du terrain et de la nécessité des entreprises de s'adapter sans cesse plus vite. Alors Manuel Valls tente de se frayer un chemin entre deux écueils politiques. D'un côté, l'inertie traditionnelle et le conservatisme des partenaires sociaux qui n'avancent qu'à pas minuscules, et de l'autre côté, la fragilité de sa majorité qui ne tient plus qu'à un fil dès lors qu'il est question de réformer le marché du travail. Je suis convaincu que l'action que nous menons, c'est celle que les Français attendent, c'est celle dont le pays a besoin. Donc vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à continuer les réformes, malgré vous, malgré tous les conservatismes, malgré tous les immobilismes. On les retrouve sur le nombre banc, mais il y a une majorité, il n'y a pas de majorité. Oh, Attends, 2 secondes. Parce que le précédent, là, il est magnifique, il est beau. C'est pas Vincent Giray, bien hein, sûr, c'est lui. Le Hein. Monde. Ah, ouais, ouais. Ben, Oui, Le oui, Monde, oui, oui. Le journal de Xavier Niel, la absolument. 10e. Mais alors, française. moi, ce qui est. Attends, parce qu'on va continuer la série, hein, mais lui, il est trop beau. Quoi. Donc, il appelle un traitement de faveur. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est la stéréotypie de ce discours, qui en réalité est le même depuis 30 ans. Mais il faut qu'il fasse gaffe, hein, Pépère, là. Hein, parce que moi, je te trouve, là, chez les youtubeurs qui sont malins comme pas deux, je te trouve un informaticien un peu calé qui touche sa bille en code, et on te le remplace par un système expert pas trop compliqué, avec, si tu veux, une base de données de vocabulaire avec 300 mots, et on le délocalise en Inde, hein, son éditorial. Alors peut-être ce jour-là, d'ailleurs, il comprendra ce que c'est que la mondialisation, les délocalisations et la précarité. Mais il est quand même, il est tout à fait extraordinaire. Et alors, ceci étant, il faut lui rendre grâce. Tout ne se répète pas exactement à l'identique. C'est-à-dire, il y a un enrichissement du vocabulaire, et quand je dis enrichissement, il faudrait dire en fait une dégénérescence du vocabulaire qui va toujours plus bas dans la métaphore à la con. Bon, alors pendant longtemps, il y a eu la flexibilité, etc. Alors maintenant, tu as vu, on en est à la souplesse. Et puis, il y a aussi l'agilité. Il faut être agile, il faut que le capitalisme soit agile. Et alors, mais tu vois, il faut. Moi, je suis. Prolongeons les tendances, quoi, tu vois. Pourquoi faut-il la loi El Khomri? Pour éviter le claquage. Il faut éviter que les il faut éviter la foulure. Hein. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut réformer le code du travail, hein, parce qu'il faut bien s'échauffer avant de commencer la course. Il faut être bien échauffé. Puis alors, je sais pas, après, autre chose, la loi El Khomri, c'est la pommade pour resserrer les pores. C'est très important pour la matité du teint de l'économie. Mais moi, je suis bien tranquille. Hein, d'ici 5-10 ans, on va tomber à ce niveau-là de conneries. Parce que si tu veux, quand on a passé le cap de l'agilité, c'est qu'on est prêt, on est prêt à tout dire. Hein. Donc, il y a quand même... c'est quand même extraordinaire. Et c'est là que tu te demandes, c'est une question abyssale, hein, dont je n'ai pas la réponse, hein, au demeurant, c'est tu finis par te demander si, ayant crevé tous les planchers de la connerie, ils croient eux-mêmes à ce qu'ils disent. Et nous continuerons à agir ainsi. Vous êtes aux côtés de ceux qui manifestent contre la réforme et vous êtes du côté du conservatisme et des blocages dans le pays. Emmanuel Macron veut briser les conservatismes qui entravent l'activité et va donc toucher à beaucoup de choses. Le travail le dimanche, l'urbanisme commercial, l'épargne salariale, les prud'hommes et bien entendu le marché du travail. Le hollandisme est-il en train de se révéler comme une forme française du social-libéralisme et pas de la social-démocratie, ou plutôt comme une fusion de la social-démocratie et de ses impératifs, notamment la justice sociale, et des impératifs du social-libéralisme, c'est-à-dire l'efficacité économique. Si Hollande réussit à faire cela, eh bien, il aura fait progresser son camp. Il l'aura emmené vers la modernité. Que tout le monde sait très bien que tous les...
Ah, modernité, ça, on n'avait pas encore... Oui, oui, non, mais oui, ça, on va... Les spécialistes disent que les contrats de travail français sont archaïques, bureaucratiques, judiciarisés, que c'est un handicap dans une période où on est en grande difficulté. Ça sera un échec, évidemment, pour les syndicats, qui auront montré que sur une question qui est de toute façon une question cardinale, eh ben, ils se comportent de façon conservatrice, comme s'il n'y avait pas cette crise. Et puis ça le sera surtout pour la France, puisque tout le monde sait bien que ce qu'on nous reproche à l'étranger tous les jours, eh ben, c'est notre incapacité à mettre en œuvre des réformes de structure. Les syndicats viennent en France avec leurs tabous et leurs intérêts, et c'est devenu un vaccin contre l'optimisme d'imaginer qu'on pourrait trouver une solution par le dialogue social. Or, que nous disent les enquêtes internationales? Elles nous disent toutes la même chose. Selon le World Economic Forum, tenez-vous bien, la France arrive 141e sur 144 pour la rigidité du marché du travail. La Banque mondiale nous classe 180e sur 200. Et Moody's, dans son communiqué, quand il nous a dégradé le mois dernier, a expliqué dans son communiqué que la complexité de notre marché du travail dissuadait l'embauche. On en reste sans voix, hein, quand même. Non, on est habitué, mais Non, quand mais on voilà, les- non, quand mais on voilà, les c'est met ça, les uns oui, derrière les autres, on les enchaîne. oui, mais alors, je ne sais pas quel effet me fait l'habituation. Si ça me finalement il y a une forme d'insensibilisation ou l'exact contraire. C'est quand même très impressionnant, quoi, de voir la constance dans la bêtise de ce discours sur 3 décennies, qui n'a pas, tu vois, à l'agilité ou à la foulure près, n'a pas varié d'un iota. Et pour l'auteur des Nouveaux Chiens de Garde, ça doit faire un drôle d'effet quand même, hein, parce que Moi, je m'en lave jamais. oui, mais Ouais, on a, je continue à monter pour te le montrer. mais ouais, oui. Moi, il y a un côté addictif. Oui. Je pense que, Tu es hélas, à la limite de la perversion, je je vais faire pense. un petit séjour dans une clinique psy en Suisse pour me, Ouais. pour me retirer ça, parce que Ouais. c'est comme la dope, là. Ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire, mais une fois encore, hein, comme avec l'agilité et la souplesse, c'est l'indigence de l'argumentation. Un point, mais vraiment inimaginable. Alors, il faudrait reprendre tous leurs tropes un par un pour les faire sauter, mais en réalité, moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est se livrer à une opération plus globale. Tu sais que dans les luttes minoritaires, il y a une opération de conversion symbolique qui était extrêmement habile, qu'on appelle le retournement du stigmate, hein, par exemple. C'est-à-dire, reprendre un propos qui était infamant ou disqualifiant, etc., et le retourner comme une fierté. Par exemple, les gays qui étaient insultés en les traitant de PD, eh bien, ils s'appellent eux-mêmes les PD, etc. Voilà, c'est ça le retournement du stigmate. Eh bien, moi, je crois qu'il faudrait... Ils en font un emblème. Voilà, c'est ça, ils s'en font un emblème. Moi, je pense qu'il faudrait que nous nous livrions à une opération symbolique de même nature, quoique un petit peu différente, qui ne serait pas le retournement du stigmate, mais le retour du stigmate et le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que tous ceux dont ils se prévalent, il faut les en dépouiller, car toutes leurs revendications sont fausses. Ils sont modernes, ils sont pragmatiques, ils sont réalistes, et nous sommes archaïques, nous sommes irréalistes, nous sommes radicaux, etc. Conservateurs. Exactement. immobiles. Eh bien, c'est ça qu'il faut leur renvoyer, car ils ne sont à la hauteur d'aucune de leurs propres prétentions. Alors, il faut les prendre quasiment méthodiquement. Il faut commencer par la modernité. Ah, alors là, la modernité, c'est quand même un truc sensationnel. Si tu veux, moderne, c'est l'indice du crétin. Quand tu as un gars qui a du moderne plein la bouche, là, tu sais que tu as un beau spécimen. Tu as un crétin bien dodu. Et alors, celui-là, il ne faut pas le louper, tu vois. Ils sont vraiment extraordinaires. Et alors, ce qui est le plus fabuleux là-dedans, c'est que si jamais il leur venait à l'idée, mais du train où vont les choses, hein, c'est presque plus une anticipation irréaliste, hein, mais de remettre les mioches à pousser des wagonnets au fond de la mine, eh bien, ils diraient que c'est moderne. Car, assurément, la chose serait inédite en ce siècle. Et par conséquent, elle serait moderne. Tu as compris, les hein? décisions sur l'apprentissage étaient quand même une extension du temps de travail pour les apprentis, donc des jeunes. Et ben voilà. Ça ressemblait un Alors peu. voilà. Enfin, Donc, on y allait tranquillement. alors, c'est ça qui est formidable, si tu veux, parce que il y a un grand anthropologue, Annar, hein, d'ailleurs, qui s'appelle un anthropologue américain qui s'appelle Marshall Salins, qui est très engagé en politique et qui a isolé cette figure de rhétorique qu'il trouve caractéristique du capitalisme contemporain
qui, comme toutes les figures de rhétorique, porte un nom fleuri et hellénique, qui s'appelle la paradiastole. La paradiastole, c'est cette figure de rhétorique qui donne à une chose un nom qui dit exactement le contraire. C'est pas la même chose que l'euphémisme ou la litote, parce que ça, ce sont des procédés d'atténuation. La paradiastole, ça dit le contraire, si tu veux. Typique. Alors, la paradiastole typique, hein, alors là, on est en plein dans l'actualité, c'est la loi El Khomri est une loi pour répondre aux préoccupations de la jeunesse sur la précarité. Hein. Donc, la précarisation à outrance de la jeunesse est le summum de la lutte contre la précarité de la jeunesse. Tu vois, c'est ça la paradiastole. Eh bien, le moderne, c'est exactement la même chose. Je veux dire, dès que quelqu'un parle de moderne, tu peux être sûr que c'est du dernier archaïsme. Effectivement, c'est le retour à un capitalisme comme on ne l'avait pas vu, mais avant les années 40, quoi. Hein. Alors, tu sais évidemment, il y a des figures qui incarnent suprêmement le moderne à l'heure actuelle et devant lesquelles tous les journalistes sont en pamoison. Alors, le premier d'entre eux, hein, c'est Macron, bien sûr. Bon, alors Macron, il se moque, dit-il, des archéo-keynésiens. Voilà, les archéo-keynésiens, si c'est pas archaïque, les keynésiens. Il y aurait tellement à dire, d'ailleurs, on n'en parle pas, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y aurait à dire sur l'argumentation proprement technique, économique hein, de la loi, qui ne tient pas, enfin, je veux dire, dont on peut faire du petit bois. Mais Emmanuel Macron, qui fustige l'archéo-keynésianisme, ne se rend même pas compte, ni lui, ni tous ceux qui célèbrent sa modernité, qu'il est paléolibéral. La pensée d'Emmanuel Macron, c'est la pensée d'Arthur Pigou, qui était un économiste des années 20, qui pensait que pour sortir de la Grande Dépression, il fallait encore plus flexibiliser le marché du travail qu'il n'était. Et on est, tu vois, mutatis mutandis, hein, on est dans des situations qui sont, enfin, on ne va pas les rabattre l'une sur l'autre, mais qui ont quand même quelques airs de famille. Donc, le paléolibéral Macron se part des plumes de la modernité dans le débat éditocratique ordinaire. C'est des trucs tout à fait sensationnels. Quant au réalisme et au pragmatisme, ça aussi, enfin, je veux dire, ça te laisse la mâchoire décrochée, des trucs pareils. Ces gens-là s'appellent réalistes, qui conduisent sans discontinuer des politiques qui ont échoué systématiquement depuis 3 décennies. Non, mais tu te dis, mais les yeux t'en dégringolent des orbites quand tu vois. Et c'est eux qui s'appellent des réalistes. C'est quand même effarant. Et c'est nous qui sommes les radicaux. Nous sommes les radicaux, nous sommes les conservateurs, et c'est nous qui sommes les radicaux. Et la réalité, c'est que ce sont eux qui sont des fanatiques. Et ça, il faut le dire. Ce sont des fanatiques. Et c'est, c'en est tout à fait... Si on était aussi fanatiques qu'eux, je pense qu'ils auraient du souci à se faire. Ah oui. Ah, oui. Si on poussait aussi loin leur fanatisme, oui. Je pense que... Oui. Il y a une... Si tu veux, il y a une radicalité dans la croyance de la part de ces gens-là qui est tout à fait impressionnante et qui fait penser à des formes d'esprit ou des formes argumentatives qui étaient typiques du stalinisme. Tu sais que la hantise du gouvernant stalinien, c'était le saboteur. Si ça ne marchait pas, c'est qu'il y avait toujours des saboteurs. Eh bien, l'équivalent fonctionnel du saboteur stalinien, pour le capitalisme néolibéral et son idéologue organique, c'est la rigidité. Si ça ne marche pas, c'est qu'il reste des rigidités. Et il faut continuer à faire la chasse aux rigidités. Alors là, moi, je t'annonce la fin du film. Hein. C'est-à-dire, tu pourras pourchasser la rigidité jusqu'au bout du bout et réduire les gens au tout dernier degré de la précarité, et tu te seras tapé 2 décennies d'échecs en plus après les 3 dont nous sortons. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Il y aura encore la rigidité peut-être à chercher à ce moment-là. Oui, mais bien sûr, parce que Si par tu définition... cherches bien, par définition, comme ça continue d'échouer, c'est qu'il y en a encore. Tu vois ? Donc c'est ça le stalinisme de marché, c'est ça le stalinisme libéral, dont moi j'avais vu un échantillon frappant, puisque à la fin des années 90... alors qu'on sortait de la grave crise du rouble et de la dette souveraine russe en 1998, j'étais tombé fortuitement sur un gars qui faisait partie de l'équipe Jeffrey Sachs, McKinsey, FMI, qui était allé vendre la transition et la thérapie de choc. Qui était allé vendre la thérapie de choc aux ex-soviétiques.
Et je lui, Ça a été une réussite. voilà. Et alors je lui disais, alors tu es content, c'est une belle réussite. Et sa réponse a été, ce sont des cons, ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils sont pas allés suffisamment loin. Voilà, c'est ça, tu vois, la raison de l'échec, c'était ça. Et pourquoi y a-t-il du chômage en France? C'est parce qu'on n'est pas allé suffisamment loin et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Je te rappelle qu'il y avait une étude de 2007, qui n'est pas une revue gauchiste, qui avait posé les dégâts de cette thérapie de choc en millions de morts, en espérance de vie qui avait diminué, donc concrètement en échec terrible Ah oui. et sanglant. Mais alors tu fais bien de dire ça, parce que c'est là aussi peut-être que c'est le moment critique, mais au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, comme tu sais, en grec, la crise, la crisis, c'est le moment où la maladie se décide. C'est-à-dire où elle va basculer vers la mort et la dégénérescence terminale, ou bien elle va prendre le chemin de la guérison. Et je dis ça parce que on va savoir ce qu'il en est de la croyance néolibérale en ce moment précis, et alors même que montent des institutions qui ont été les soutiens organiques du néolibéralisme, une critique interne feutrée, mais qui commence à s'entendre de plus en plus. Alors, par exemple, le dernier papier de Serge Halimi dans le Diplôme montre ça très bien. Il y a des discours qui commencent à venir de l'intérieur du FMI, de l'intérieur de l'OCDE, ou qu'on peut lire dans The Economist, et qui contredisent méthodiquement, argument à l'appui, point par point, le discours de l'idéologie néolibérale ordinaire. Le FMI te dit, donc dans cette étude de FMI te dit, bah non, la déréglementation et la flexibilisation du marché du travail, non, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Bon, alors l'OCDE te dit non, laisser croître les inégalités n'est pas un moteur pour la croissance. Ça pourrait même être l'inverse, ça pourrait la ralentir. The Economist dit, alors mais évidemment c'est pas le discours dominant hein, de chacune de ces institutions, mais quand même ça commence à émerger. The Economist dit mais non, les réductions d'impôts n'ont jamais relancé la croissance et ne se sont jamais autofinancées par relance de la croissance, etc., etc. Et pendant ce temps, tu as les cinglés là qui sont dans le poste de pilotage, enfermés à double tour, hein, comme le fada de la Germanwings, pendant que les gens sont en train de cogner à la porte, ouvre cette fucking porte, tu vois. Et eux, ils sont alors claque-murés, comme Manuel Valls, tu vois. Et les gaz à fond, on continue. Bon, alors là, mais voilà, exactement. Ils sont tous tassés dans le poste de pilotage et ils sont debout sur les manettes et les pédales. On va bien voir jusqu'où ça va finir. Ce qui ne raconte pas, et on en revient un peu au début de notre entretien, c'est les dégâts de la thérapie de choc. Parce que comme en Russie, à la fin des années 90, ces dégâts, c'est ce qu'on vient de voir à l'UL-CGT de Tourcoing. C'est des gens qui ne sont pas payés depuis 5 mois, c'est des gens qui sont dans une misère crasse, des gens qui sont dans des problématiques de plus en plus intenses, dans un face-à-face avec une violence qui devient insupportable pour eux, et aussi du sang et des morts. Hein. Je te racontais qu'à Dunkerque, dans 2 boîtes, il y a eu 6 morts à l'espace de quelques mois. Enfin, des accidents du travail. Accidents du travail, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais après, c'est aussi cette famille qui, depuis 5 mois, et tu l'as vu, là, n'ont plus rien de salaire. Oui. Comment ils vivent? Oui. Mais tu vois, c'est ça qui est très... Là, tu as une violence sanglante, on peut dire parfois alors, le mot. mais pour le coup, elle aussi qui est jamais cachée. montré. Elle aussi jamais montré. C'est la raison pour laquelle les images de la liquette du DRH d'Air France, pour frappante qu'elle soit, sont mensongères, elles aussi. Parce que tu comprends, il y a toujours cette asymétrie fondamentale dans l'économie générale de la monstration. On te montre que l'effet terminal et on te montre jamais les causes antécédentes. Moi, je tiens que les salariés ont pour désir cardinal de vivre en paix, de vivre tranquillement. Ce ne sont pas des bouts de feu, ce ne sont pas des sanguinaires, et pour les mettre en colère, c'est vraiment qu'on a dû les pousser très très loin. Alors on te montre la liquette en lambeaux du DRH, mais on te montre jamais la tête des familles qui enterrent un suicidé du travail. On te montre jamais les dépressifs ou ceux qui sombrent en effet dans des vies familiales fracassées, etc. Ça, jamais on ne te le montre. Donc forcément, on te montre un effet sans sa cause. Eh ben oui, bien sûr, il s'ensuit une distorsion du jugement caractérisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, on l'a montré avec les nouveaux Chien de garde, on a montré que ça dure depuis très longtemps, ce genre de discours, hein, ça fait 30 ans, et qu'il n'a pas réussi à convaincre encore une majorité de gens, puisque un certain nombre de gens se retrouvent dans la rue pour protester contre... Il reste des réfractaires. Il reste des réfractaires qui sont assez nombreux. Donc, c'est-à-dire que ça doit les énerver d'autant plus que pourtant, ils ont mis les moyens. Et ils y mettent le prix. Et pourtant, leur discours... Est-ce qu'il passe de moins en moins, ça je sais pas, mais en tout cas, il passe pas pour certains. Oui. Voilà. Et ça, c'est là où on retrouvait un peu l'idée de cet entretien, c'est qu'il y a un intérêt
dans ce qui est en train de se passer, de démontage de tout un système. Et là, on va arriver Oui. à la dernière partie. Oui. Juste pour aborder cette troisième partie, c'était un des mots qu'on a un tout petit peu entendu, mais juste à la fin, mais qu'on peut voir là par des unes de journaux, hein, en tout cas, c'est ça. C'est Oui. ce mot qui est un nouveau tabou. Contre Oui, les chômeurs, oui, un nouveau tabou tombe à gauche. C'est un peu le mot qu'il y a depuis 2 ou 3 ans. Macron, l'homme qui veut faire tomber les tabous de la gauche. Alléger le code du travail nécessité à droite, tabou à gauche. C'est quoi ça? Ah, c'est Le Monde. Oui, C'est oui. Le Monde, hein. Les Échos. Droit Ouais, du travail ouais, va ouais. s'attaquer à un tabou de gauche. Alors moi j'aime bien appeler maintenant ces journaux par Les Échos, c'est le journal de Bernard Arnault, la première fortune française. J'aime bien rajouter systématiquement oui. ça parce que je pense que c'est important Oui, de, oui, en de effet. dire. C'est pas Le Monde uniquement, c'est Le Monde de Xavier Niel, la 10e fortune française. Le Figaro, Le Monde de la 5e fortune française, Serge Dassault. On voit Code du travail, un think tank de gauche brise les tabous socialistes. Hein. Donc ce mot tabou, hein, Oui. ce mot tabou, ça peut nous amener effectivement à la dernière partie et qui est, bon ben voilà, qu'est-ce que nous, on doit faire face à une telle mise en place d'un discours dans des moments comme cela. Hein. Je l'avais intitulé Prendre la main, Oui. parce que ça peut être intéressant, juste effectivement. Moi, j'attends les solutions, j'attends les propositions des gens qui me disent c'est de la provocation, etc. Mais qu'ils me donnent des idées, qu'ils nous donnent des propositions. On va le faire, hein, je pense. on va le Je faire. veux juste chauffer un peu, hein, toi, te mettre Gattaz, qui attend des propositions, tu vois. Frédéric, je pensais que c'était Et je veux en parler. Et donc, je trouve ça quand même assez bizarre que on fait des propositions constructives, patriotes, républicaines pour créer de l'emploi en France, et les réactions qu'on a, c'est pas bien, c'est de la provocation. Mais attendez, je comprends pas. Voilà, il va comprendre oui. dans une minute. On va lui expliquer. Ce sera Alors, non. donc ça, c'est Caroline Roux, une ancienne. Ah ouais. Mais attendez, je comprends pas. Car la CGT a choisi, ce sera non. Non à l'accompagnement des grandes réformes imposées par la crise. Non aux accords sur la sécurisation de l'emploi pour lesquels elle n'a même pas pris la peine d'ailleurs d'avancer des propositions. Voilà, hein, c'est proposition. oui. Hein. C'est un peu l'heure de vérité entre d'un côté ce que j'appellerais le front du refus, Ah voilà, ça aussi, tabou, front de refus. ceux qui sont toujours contre, ceux qui sont les professionnels de la pétition, ceux qui veulent pas que le système change, et puis Mais si. le front des exclus, c'est-à-dire ceux qui Voilà. n'arrivent pas à se trouver une place dans la société. C'est formidable. Châtel oui. qui pleure sur ceux qui opposent Oui, ceux qui sont le front du refus et les pauvres. Oui, bien sûr. L'inégalité, là, Oui, on en revient. Il pleure sur les inégalités. Oui. Alors les tabous, mais tu sais, c'est le camarade Fontenelle. Attends, mais là, je vais vous perturber, les gars. Hein, mais Non. attends, je dois l'avoir quelque part. T'as le droit à te lever. Tac. Tiens, voilà. Allez, pub. Tu vois, les briseurs de tabous. Ah ben tiens. Donc, tu vois, le camarade Fontenelle était passé par là, hein, déjà. Alors, lui, il s'en prenait surtout, si ma mémoire est bonne, c'était les tabous en matière de racisme ordinaire, d'islamophobie, etc., etc. Mais en réalité, la logique du tabou est d'une généralité qui lui permet de s'appliquer bien au-delà. Bon, là, tu nous as montré quelques superbes échantillons. Oui, c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, mais il y a plusieurs choses, hein. La première, c'est que ce sont tous ces gens qui sont les représentants parfaits d'un système politique de la dépossession. D'un système qui autorise une poignée d'individus à organiser la vie de tous les autres et qui s'arroge le monopole de cette organisation pour compte d'autrui. Ce sont ces gens-là qui, lorsqu'une de leurs mirifiques propositions reste en travers du gosier de la population, se retournent vers elle, qu'ils ont privé de tous les moyens de s'exprimer, pour leur dire « Mais alors, qu'est-ce que vous proposez, hein? Qu'est-ce que vous proposez ?» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y en a un, à mon avis, que tu trouverais, alors c'est aussi un de mes chouchous, hein, que tu trouverais facilement, c'est Geoffrin, et lui, avec tous ses camarades de l'éditocratie de la presse de gauche de droite, hein, qui ont pour caractéristique... De la fin des années voilà, 90. oui, mais alors qu'ils sont encore bon pied, bon oeil. Hein, Alors, tu penses à ces gens-là oui, par exemple. Et alors, tous ces gens-là ont une marotte rhétorique qui est, mais des idées à gauche, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'idées à gauche. Mais tu m'étonnes, ces gens-là sont de droite et ne regardent qu'à droite.
Donc louchant à droite, comment pourrait-il trouver la moindre idée de gauche ? Tu vois, c'est presque logique. En tout cas, c'est ophtalmologique. Voilà, c'est une question de strabisme. Bon, voilà. Bon, ils sont trop grands, on ne peut plus les opérer, c'est foutu. Hein. Donc, il faut, comme des vaches de réforme, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de rencard. Bon, voilà. Alors, en réalité, des idées à gauche, il y en a plein. Puis alors, nous, nos tabous à briser, on en a quelques-uns aussi, hein, on en a même une sacrée liste. Alors, c'est pas parce que cette presse de gauche, de droite ne donne jamais ou très très peu accès aux vraies idées de gauche que les idées de gauche n'existent pas. Donc ça, c'est le premier point. Ça réfléchit dans tous les secteurs de la gauche. Il y a énormément d'idées de partout. Simplement, maintenant, il faudrait qu'elles arrivent sur les écrans radars. Alors, puisqu'on en est à décliner les tabous, moi, je vais t'en donner un. Alors, celui-là, déjà, il est un peu plus important, il est un peu plus roboratif. C'est l'idée d'en finir avec, selon cette très belle expression qu'a popularisé Bernard Friot, qui fait partie de ces grands producteurs d'idées ignorés des médias qui disent qu'il n'y a pas d'idées, c'est d'en finir avec la propriété lucrative des moyens de production. C'est-à-dire d'en finir avec ce système dans lequel le pouvoir va à ceux qui détiennent la propriété des instruments de la production, qui sont des instruments collectifs et qui ne doivent répondre qu'à la grammaire de la propriété d'usage. Et alors là, tu vois bien ce que ça si tu veux, ça c'est une, pour le coup, ça c'est une, j'allais dire, c'est une vraie réforme, hein, ça, qui n'entre jamais dans le... Mais c'est plus, c'est même... Ouais, alors ça pour le coup, ça c'est vraiment moderne, en effet. Mais en réalité, bien sûr, il faut récuser toutes ces catégories du moderne, de l'archaïque, etc. Il y a des choses très très vieilles qui restent d'une actualité inaltérable, notamment dans le domaine des idées, et pas que. Je veux dire, cette chose-là dont nous parlons, en finir avec la propriété lucrative des moyens de production, finalement, c'est Pépé Marx, hein, là encore, qui a été le premier à l'évoquer il y a un siècle et demi. Et ça n'a pas pris une ride, pour le coup. Vraiment, ça n'a pas pris une ride. Et s'ils veulent nous appeler archaïques, so be it, on assumera sans la moindre difficulté. C'est plus qu'une réforme en réalité, puisque ça modifie du tout au tout la nature des organisations de la production collective. Ça n'en fait plus des organisations qui sont... qui sont régis par des rapports de domination dont le fondement est la propriété financière. C'est le propriétaire qui commande ou qui délègue à des fondés de pouvoir le droit de commander, et de réduire tous ceux qui sont sous ses ordres à des rapports d'obéissance, à des rapports de subordination hiérarchique. En finir avec ce système-là, en finir avec ce principe de la propriété lucrative des moyens de production, c'est entrer dans un système où la production collective est reconnue comme étant une activité de caractère politique. À partir du moment où des hommes se rassemblent pour faire quelque chose, et quoi qu'ils fassent, cet objectif poursuivi en commun prend un caractère politique, et leur association prend un caractère politique, au sens étendu du terme politique, bien sûr. Et si ça prend un caractère politique, cette action de concert, alors ça doit être organisé selon des principes politiques. Et à l'époque où nous vivons, soit le XXIe siècle, le seul principe politique qui fasse légitimité, c'est la démocratie. Voilà. Et dans ces conditions, ça n'est plus 1 euro de participation actionnariale, une voix, c'est un homme ou une femme, une voix. Et là, tu comprends qu'on a changé passablement d'univers. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça soit le type de tabou qu'ils aient envie de briser. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on s'aperçoit aussi que si un mouvement social digne de ce nom veut arriver à quelque chose, veut que ça débouche, il faut arriver à se sortir des débats imposés par un champ médiatique et un champ politique qui ne peut pas, par exemple, admettre une virgule ou faire passer une virgule de ce que tu viens de dire. Oui. Ce genre de propos que tu viens de tenir est quelque chose de l'ordre de marcher sur Mars. Oui, c'est ça, voilà. D'aller sur Mars, là. Oui. C'est de cet ordre-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut se sortir de cette forme de débat, de cet agenda imposé par les médias pour pouvoir trouver une autonomie et surtout une force moderne, collective d'un mouvement social. Absolument. Mais là, on a beaucoup parlé de l'invisibilité et de l'invisible, mais il faudrait parler également de l'impensé ou de l'impensable. Et ce que tu dis est tout à fait exact. C'est-à-dire que le propre d'un système en place, comme système de domination, c'est de délimiter l'épure du débat possible, de l'enfermer dans un certain cadre et même de faire oublier
que le débat est enfermé dans ce cadre, si bien que le cadre lui-même n'est jamais mis en question. Faire de la politique au sens le plus élevé du terme, c'est toujours avoir présente à l'esprit l'idée qu'on peut remettre en question le cadre et qu'on peut le changer. Et c'est ça, vraiment, hein, c'est ça. Si quelque chose peut mériter le nom de réforme, si on veut faire dans la récupération ironique, c'est ça. Et ça va loin, ça. Et ça va loin, oui, parce que moi, si tu veux... C'est pas de la démocratie participative non, à Ségolène Royal. Non, voilà. absolument. Donc... Mais tu vois, moi, ce qui m'obsède dans le moment présent, c'est la... alors je le dis et je le répète, donc je vais passer pour un radoteur, mais je m'en fous, parce que je crois que c'est suffisamment important pour prendre le risque du radotage. L'enjeu fondamental de la période présente, c'est d'arrêter de dire ce que nous ne voulons pas et de commencer à dire ce que nous voulons. On aura fait un progrès politiquement lorsque nous cesserons de défiler dans les rues en chantant cette-ci, ta réforme si tu savais où on se la met. Hein, parce que tu comprends, ça fait 3 décennies que des réformes contendantes, on se les administre par les voies naturelles. Et ça nous... force, on va se constiper. Voilà, et ça on va risquer l'occlusion. Eh ben oui. Et ça ne nous a pas réussi. Bon, alors, il faut arrêter de dire où on se met la réforme, il faut leur proposer de leur en mettre une à eux. Tu vois, bon. Et donc, il faut, ce qui signifie qu'il faut que nous soyons capables de dire ce que nous voulons. Un vrai mouvement politique transformateur fonctionne aux 2 ingrédients que sont la colère et l'espoir. S'il y a juste la colère et le refus, ça finira par se perdre dans les sables et tout le monde fera retour à l'écurie. Par contre, s'il y a la perspective d'un débouché, alors là, oui, il peut se passer quelque chose. Mais encore faut-il en avoir l'idée claire et distincte, si je puis dire. Alors, moi, ma proposition, mais c'en est une, et on pourrait en inventer peut-être 10 autres, j'en sais rien, mais il faut bien commencer par quelque part. Alors je la fais. Il faut que ça soit une idée... simple, susceptible de trouver une expression ramassée et qui claque. C'est quelque chose qui enferme tout à peu près. Et moi, j'ai trouvé que la République sociale pouvait être candidate à tenir ce rôle-là. S'il y en a d'autres, moi j'achète, hein. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça mon idée, c'est que ce pourquoi, pas contre quoi, ce pourquoi nous devrions nous battre maintenant, c'est ça, c'est la République sociale. Et qu'est-ce que c'est que la République sociale, qui est un terme, là encore, que j'emprunte à une histoire longue, qui remonte en définitive à 1848. La République sociale, c'est un thème qui s'est imposé dans le débat de l'époque, à quelques décennies de la Révolution de 1789, ou plutôt de 1793, dont l'élan avait été tronqué. L'élan de 1793, c'est l'élan pour la démocratie complète, la démocratie partout. Et comme on sait, cette révolution a été récupérée par la bourgeoisie, à qui la démocratie simplement politique permettait de conquérir l'hégémonie sociale, mais à qui l'extension de la démocratie hors des limites de la simple sphère politique aurait été un problème puisque ça aurait menacé son pouvoir social. C'est la raison pour laquelle tous les débats constitutionnels qui ont été au départ de ces grandes transformations qui ont été les révolutions du XVIIIe siècle, en France, aux États-Unis également, ont concentré des enjeux phénoménaux autour de la propriété. Oui, on voulait des constitutions démocratiques, mais surtout pas des constitutions qui viennent à menacer le droit des propriétaires. Et c'est de cela même, c'est-à-dire de cette troncature bourgeoise de l'élan démocratique de 1793, que les révolutionnaires de 1848 se sont aperçus et à quoi ils ont voulu apporter une correction. Et tu connais la fin de l'histoire et son écho en 1871 avec la Commune. Eh bien, c'est ce flambeau-là qu'il faut reprendre. Car la République sociale, c'est l'autre nom de la démocratie totale, de la démocratie partout. C'est-à-dire pas de la démocratie, je vote tous les 5 ans et puis je vais me rendormir. La démocratie qui ne s'arrête pas quand on franchit le seuil du lieu de travail. C'est ça, la République sociale, et qui peut se décliner également dans tout un tas d'autres instances. Hein. Par exemple, la démocratie de l'aménagement des territoires, ceux que sont en train d'expérimenter, ceux qui tentent de lutter contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça aussi, ça trouve sa place, si tu veux, adéquatement conçue dans la République sociale. Donc voilà, on arrête de dire contre, et on dit pour. Et moi, je dis pour la République sociale.